le pays des hommes intègres, toujours marqué par, en tout cas son histoire politique marquée par les militaires. Le procès est encore relancé du général Diendéré. Nous en parlons avec notre analyste de toutes les soirées, Idrissa Condé. Quand aujourd'hui nous regardons le Burkina, le procès est relancé avec un tribunal militaire. Pour vous, est-ce que tout sera dit? Parce que quand même, pendant ces coups d'État, il y a eu quand même des civils qui ont perdu la vue. Absolument. Je pense que ce procès permettra justement de situer la responsabilité des uns et des autres justement par rapport à la théorie générale des coups d'État au Burkina Faso. Je pense que c'est le procès du général Djiber Diendéré, mais au-delà de la personne de Djiber Diendéré, c'est toute l'armée du Burkina Faso qui sera jugée dans cette affaire-là. Et vous le notiez tout à l'heure, les pertes humaines qu'il y a eu justement lors de ces coups d'État. Je pense qu'à ce niveau, le parquet fera sa réquisition et fera justement sa réquisition, et la défense fera sa plaidoirie pour justement demander à ce que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur justement par rapport à ces cas de décès et de morts subites justement de grandes personnalités de l'armée. Et je pense qu'aujourd'hui, ces crimes qui ont été commis, et pour le cas du président Thomas Sankara, et pour le cas justement de Blaise Compaoré, permettront justement à l'armée du Burkina Faso de tourner une page très douloureuse et sombre de l'histoire politique du Burkina Faso. Je pense que ce procès permettra à la justice du Burkina Faso, avec le président Marc Christian Kaboré, de redonner une nouvelle image au Burkina Faso et définitivement de faire entrer ce pays dans le concert des nations démocratiques et justes. Alors pour vous, l'armée va-t-elle toujours continuer à marquer l'histoire politique de ce pays ? Difficilement, je pense que ça va être très difficile en tout cas de rompre cette tradition de coup d'État au Burkina Faso. Parce que vous savez, Blaise a fait 27 ans de pouvoir, ou 29 ans, si je ne m'abuse. Il est venu en 87, il a quitté en 2015. Donc 27 ans de pouvoir. Je pense que à cette étape-là, il faut bien comprendre que l'armée est restée trop longtemps au pouvoir au Burkina Faso. Si on comptabilise les 4 années de Thomas, ça fait en tout plus de 30 ans. Puisque Thomas est venu en 83, il a été renversé par un coup d'État mené par son meilleur ami Thomas Blaise Compaoré en 87, 4 ans plus tard. Et donc, l'un dans l'autre, l'armée a fait plus de 30 ans de pouvoir au Burkina Faso. Et donc, c'est très difficile aujourd'hui de rompre les vieilles habitudes, justement, de cette armée du Burkina Faso. Et je pense que ce procès permettra en tout cas, si on ne peut pas définitivement rompre cette pratique, mais en tout cas de sanctionner. Et je crois que la hauteur des sanctions qui seront infligées aux uns et aux autres permettra de dissuader pour très longtemps les militaires au Burkina Faso. Un regard disons, tout particulier sur, en tout cas sur cet état de fait, de ce procès. Aujourd'hui, c'est un haut gradé de l'armée, disons, burkinabé qui est devant les juridictions du Burkina. Pendant ce temps, on a souvent assisté à, disons, à l'extradition des responsables africains devant des tribunaux à compétence, en tout cas internationale. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que c'est une manière de revaloriser aujourd'hui la justice sur le continent? Absolument. Je pense que le président Marc Christian Kaboré fait confiance à la justice burkinabé. Il veut justement valoriser cette justice du Burkina Faso qui quand même est restée longtemps endormie par rapport au dossier criminel, notamment à l'assassinat du président Thomas Sankara. 30 ans après, 32 ans après, il n'y a eu aucune justice, ni au Burkina Faso, ni en France. Et je pense qu'aujourd'hui, si on réussit à faire un procès justement par rapport à ce qui se passe en 2015, on peut commencer en début justement de jugement pour rétablir la vérité et pour honorer justement la mémoire de ceux-là qui se sont battus pour l'indépendance politique du Burkina Faso. Le président Thomas Sankara, on en parle parce qu'on parle de Djiber Diendéré, ce sont des militaires du Burkina Faso, est resté un Africain très important. Il est même resté un symbole pour la lutte justement d'indépendance, pas d'indépendance, mais la lutte pour justement pour l'originalité
du Burkina Faso parce qu'il avait une politique nationale, d'accord, il avait nationalisé toutes les entreprises et il disait il faut consommer burkinabé et il était dans ce élan-là. Donc je pense qu'aujourd'hui Gilbert Diendéré, j'espère qu'il sera condamné lourdement par la justice, c'est mon souhait, le plus ardent, qu'il soit sanctionné à la hauteur de ses forfaitures, de sa forfaiture plutôt, mais je pense que ce qui est important par rapport à la justice internationale, je rappelle que la compétence de la Cour pénale internationale est une compétence conformément aux articles 6 et 7 de la Convention de Rome de 1998 sur la Cour pénale internationale. C'est une compétence criminelle, crime de guerre, crime de génocide et crime contre l'humanité. Et que cette compétence est justement une compétence qui vient dans l'incapacité des juridictions nationales à trancher le dossier criminel. Et de ce point de vue, je pense aujourd'hui qu'il est très important pour cette justice du Burkina Faso de continuer justement de travailler à la recherche de preuves solides pour justement pouvoir condamner Gilbert Diendéré, mais également les autres éléments de l'armée burkinabé, notamment le général Djibril Bassolé, l'ancien homme fort, puissant ministre des Affaires étrangères, qui est également en prison. Voilà, alors avant de boucler certainement, nous allons partir du côté de l'océan Indien pour parler des élections présidentielles. C'est le sujet bonus de la soirée, justement pour parler des présidentielles du côté du Comore, des îles Comores, où encore le président sortant remporte dès les premiers tours avec plus de 60,77% des voix. Mais les Comores, on a une longue tradition avec les Comores. Beaucoup de Comoriens ont étudié à l'université de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Le Comore est un pays très ami à la Guinée. Mais je pense qu'aujourd'hui, les résultats de l'élection présidentielle aux Comores, c'est quand même encourageant. Le deuxième qui arrive avec 14,4%, oui, c'est terrible. Mais je suis vraiment désolé. Mais écoutez, au moins, il y a une élection démocratique qui permet justement aux populations comoriennes de choisir. Oui, malheureusement. Mais il faut noter que depuis qu'il est arrivé justement au pouvoir, le Comore connaît justement, les îles Comores connaissent plutôt une stabilité, une paix durable. C'est ce que nous souhaitons pour ce petit pays justement en Afrique. Et je pense que sauf que l'opposition n'entend pas en tout cas baisser les bras parce que l'opposition réclame encore, disons, les vraies élections, les vrais résultats, parce qu'elle pense que les élections ont été entachées de beaucoup de fraude. C'est l'argument légendaire. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de la victoire du président sortant, ce qu'il faut voir, c'est la stabilité du Comore. C'est la paix au Comore, c'est le développement du Comore. Moi, je pense qu'il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Et l'opposition et le pouvoir peuvent travailler ensemble. En Afrique, il faudrait que les gens aient cette approche participative. On n'est pas des ennemis, on est en compétition électorale. Moi, je ne vois pas pourquoi. Regardez en Grande-Bretagne, vous avez toujours une large coalition quand le parti travailliste ou le parti national n'arrive pas justement à avoir la majorité parlementaire. Ils font des coalitions pour pouvoir justement être ensemble au Parlement et après travailler ensemble dans le gouvernement. Je pense qu'en Afrique, on devrait avoir une telle approche. L'opposition n'est pas faite que pour contester. L'opposition est faite également pour apporter sa contribution au développement économique. À réfléchir un peu sur ce sujet, à analyser 60% contre 14%. Finalement, c'est un grand écart, c'est vrai. Démocratiquement, c'est un grand écart. Mais écoutez, on a vu des scores en Guinée, par exemple, en 2010. Cellou Dalein Diallo est arrivé premier à l'élection présidentielle avec 44% des voix. Après le délibéré de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, et Alpha Condé est arrivé 18e. Et je crois au second 18%. Tour, 18% plutôt, avec 18%, et au second tour, c'est Alpha Condé qui arrive avec 52%, c'est le Dalein Diallo, je crois, 46%. Donc voilà, c'est cela la démocratie. Vous pouvez perdre aujourd'hui et gagner demain. Je pense qu'aujourd'hui, sauf qu'il y a des équilibres, l'écart est énorme, c'est vrai. Parce que 60%, 14%, l'écart est très énorme, mais je pense que pour la paix aux Comores, pour la stabilité aux Comores, il est très important que justement les uns et les autres continuent de travailler ensemble, de privilégier l'intérêt général. Et de mon point de vue, l'intérêt général aux Comores, c'est l'unité nationale, travailler main dans la main pour faire avancer ce petit pays d'Afrique. La stabilité est toujours sur le continent. En tout cas, mesdames et messieurs, nous parlons d'autres problèmes. Nous allons partir en Algérie pour toucher ce point, juste avant de clore rapidement,
pour vous aujourd'hui, est-ce que quand le peuple sort, quand la société civile aussi se remet encore en tout cas dans les rues pour dénoncer, disons, cette déclaration faite par, disons, le chef d'état-major des armées, vous rassure? On en a parlé hier dans cette émission. Je vous avais dit que, de mon point de vue, le général roule pour le président Bouteflika et son clan. Et je suis très heureux que la rue qui manifeste, que l'opposition qui comprend les choses comme nous, comprenne que ce n'est pas rassurant et qu'on ne comprend pas cette initiative de l'armée. Abdelaziz Bouteflika est un moudjahidine, il est un militaire de l'armée algérienne. Et l'armée constitue justement un élément central de ce pouvoir en Algérie. Donc aujourd'hui, on se pose la question, mais écoutez, n'eût été le retrait de la candidature du président Bouteflika, on allait directement à l'élection présidentielle. On ne comprend pas. Le pays était prêt à aller aux élections présidentielles. Ça veut dire que toutes les conditions indispensables pour tenir une élection propre, en tout cas démocratique, étaient remplies. N'eût été le retrait du président Bouteflika. On ne comprend pas qu'après qu'il ait annoncé son retrait du processus électoral, qu'on continue de proroger la date justement de la tenue de l'élection présidentielle. Le général parle justement de constatation de la vacance du pouvoir, mais cela, conforme à l'article 102, la conséquence de cela, c'est quoi? C'est qu'on fait des élections au bout de 45 jours ou de 90 jours. Donc, entre 1 mois, 15 jours et 3 mois. Donc, on va rallonger le temps de la tenue de l'élection présidentielle. De mon point de vue, cela n'est pas rassurant pour la révolution en cours en Algérie. On a vu la révolution en Égypte avec les manifestations contre Moubarak. Ça contribue à son départ du pouvoir à peu plus de 30 ans. En Tunisie, on a vu les contestations également à Tunis et dans toutes les villes justement de la Tunisie. Et on a vu le départ de Ben Ali. En Libye, les manifestations à Benghazi contre Muammar Kadhafi ont contribué à son départ. Le dernier pays qui reste, c'est l'Algérie. Et aujourd'hui, l'Algérie, justement, connaît des contestations populaires. De mon point de vue, il y a de la responsabilité de l'opposition algérienne, mais également des manifestants, d'exiger immédiatement la tenue d'élections libres et transparentes et de refuser toute transition démocratique qui entraînerait l'exercice du pouvoir, outre par l'armée algérienne ou le Sénat. En tout cas, merci d'être passé, Idrissa Condé, dans cette émission. C'est une obligation et bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro. Histoire de vous retrouver demain pour un autre numéro. Allez, au revoir, bonsoir.